C'est parti. L'AMI, donc on ouvre la troisième vague de l'AMI efficacité FNCCR. Donc nous avons déjà une dizaine de territoires accompagnés dans les deux premières vagues. Si vous avez déjà pris connaissance du dossier de l'année 2025, c'est à peu près la même chose pour 2026. En tout cas, l'objectif reste de travailler sur à la fois l'accompagnement des territoires et la production d'outils réplicables à grande échelle pour renforcer la définition de stratégies territoriales énergétiques et GES plus opérationnelles, plus stratégiques, que les collectivités arrivent à s'approprier avec leurs partenaires et à implémenter et piloter et actualiser régulièrement. Donc ça, c'est un peu l'objectif global de notre activité. Concrètement, pour l'AMI, donc, qui peut candidater? Les EPC de groupement. Si vous avez un doute, s'il y a d'autres structures publiques qui souhaitent, qui s'assimilent au bloc intercommunal et qui souhaitent candidater, n'hésitez pas à me contacter. On travaille les chefs de planification territoriale, donc en plan climat, en SCOT AEC, en schéma des énergies, ce type de démarche, quelle que soit la phase de planification à laquelle vous vous situez. Et nous accompagnons aussi à travers l'AMI des syndicats départementaux pour les outiller, pour accompagner eux-mêmes les EPC membres en tant qu'hameau public. On commence à travailler avec des agences d'urbanisme qui jouent ce même rôle. S'il y a d'autres structures publiques qui souhaitent travailler avec nous dans ce rôle-là, n'hésitez pas à me contacter. En revanche, aujourd'hui, on ne travaille pas directement avec des bureaux d'études privés. L'outil qu'on est en train de développer sert à proposer aux bureaux d'études privés, mais on est un peu en amont de phase pour cela. Je vois qu'il y a quelques bureaux d'études qui se sont connectés, il n'y a pas de souci, mais voilà, vous ne pouvez pas bénéficier aujourd'hui de l'AMI. OK? Donc, à chaque mission, on a 3 objectifs. Donc, apporter à la collectivité qui travaille avec nous des livrables opérationnels. Donc, c'est ce qu'on appelle la recherche-action opérationnelle. On vous doit des livrables opérationnels pour vos plans. On n'est pas dans un projet de pure recherche ou de vous demander juste de tester nos outils. C'est pas ça. On vient vous accompagner avec un accompagnement opérationnel. Je vais y revenir après. On cofinance au titre du fait que ces missions nous aident à avancer dans nos outils. On est en mesure de cofinancer la mission à hauteur de 35%. Pour les collectivités réellement peu denses, donc entre guillemets les petites collectivités, on peut aménager les taux de cofinancement. On sait que certaines collectivités ont beaucoup de mal à trouver les financements nécessaires pour cofinancer la mission. Entre avec nous, vous contribuez à la mise au point d'un outil national qui sera lancé avant la fin de l'année. Et nous essayons de partager et capitaliser sur les retours d'expérience directement dans nos missions. Parce qu'une fois qu'on a fait et stabilisé une méthode ou des fonctionnalités d'outils avec une collectivité, on essaie d'en faire bénéficier l'ensemble des collectivités, voilà, qui sont engagées auprès de nous. Et on va organiser avec FNCCR un peu plus tard en 2026 des webinaires de retour d'expérience et d'enseignement des projets qui sont déjà lancés. Toutes les informations et les dossiers de candidature sont en ligne. On peut remettre ça dans le lien dans le chat avant la fin de la séance. En 2026, contrairement à ce qui a été fait pour les 2 premières séances, on ouvre une 3e vague de l'AMI et on va laisser les collectivités déposer leurs manifestations d'intérêt, déposer leurs projets pendant toute l'année 2026. C'est vrai qu'on est dans une période déjà aujourd'hui et encore pendant quelques mois assez particuliers avec les périodes électorales. Il y a beaucoup de collectivités qui ne savent pas quand est-ce qu'elles pourraient s'engager à travers un courrier de leurs élus et à terme une convention avec Efficacity, puisqu'on ne maîtrise pas quand est-ce que les nouveaux exécutifs intercommunaux seront prêts à se saisir des dossiers. Donc, on laisse beaucoup de souplesse cette année en termes de calendrier. Pour chacune des 2 premières vagues de l'AMI, nous avons eu 5 projets lauréats.
donc ça fait 10 aujourd'hui. On aimerait bien avoir 5 à 10 nouveaux en 2026. L'ambition, c'est de pouvoir accompagner le maximum de territoires dans les limites de nos capacités budgétaires et humaines. Donc, on laisse le dispositif ouvert. Vous pouvez nous contacter dès maintenant ou attendre un petit peu si besoin, en fonction de votre situation. Et on fait le maximum en 2026. Il n'est pas impossible qu'à un moment donné, pour des raisons matérielles, on doive clôturer la séance 2026, mais pour l'instant, il n'y a pas d'échéance calendrier. Ce qui a marché en termes de process, qui a le mieux marché pour les 2 premières vagues, c'est que les collectivités qui s'intéressent nous contactent, Samy et moi, pour nous dire 2 mots sur votre projet et qu'on puisse échanger avec vous dans un call de vive voix pour essayer d'envisager qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner. Avant de déposer un dossier de candidature, vous allez voir que vraiment, on essaie d'avoir le moins de formalisme possible dans la négociation de candidature. On a proposé un modèle de 2 pages sur le site, ainsi qu'un courrier d'engagement à faire signer par la collectivité. Mais on essaie vraiment de faire quelque chose de plus simple possible pour que vous puissiez manifester votre intérêt. L'objectif n'est pas de vous demander de monter des dossiers. Et je tiens à signaler, on ne vous demande pas de présenter un dossier innovant, exceptionnel, etc. Pour nous, l'objectif à travers l'AMI, c'est de pouvoir innover, mais en testant nos nouveaux outils avec des collectivités en situation réelle, voir s'ils correspondent à vos besoins. Et donc, les besoins qu'on cherche à toucher, c'est les besoins courants des collectivités. On ne vous demande pas, vous, un projet innovant, un concept, contrairement à certaines candidatures d'AMI. Donc, en termes de process, tout simplement, on échange avec chaque collectivité pour définir l'accompagnement souhaité. Je vais revenir sur les types d'accompagnement qu'on a réalisés jusqu'ici. Et in fine, si on est d'accord sur la mission et le budget, et que la FNCCR valide les candidatures, on doit terminer matériellement par une contractualisation entre la collectivité et Efficacity, qui peut se formaliser soit par une convention ou un marché de gré à gré. On est dans un partenariat R&D, donc qui n'est pas un marché d'innovation, mais qui est vraiment un objet spécifique dans le code de la commande publique que nous pratiquons régulièrement à Efficacity. Si vous avez la moindre question, on a une fiche juridique toute prête pour vous et vos services marché ou juridiques. Mais donc, le formalisme est celui-ci, une fois qu'on a stabilisé l'accompagnement, les tâches et le budget. Ça me reviendra après, j'avais encore une idée là-dessus, mais voilà, en termes de modalité pratique, cela fonctionne comme ça. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe au sujet des types de projets qu'on a accompagnés et à la présentation de l'outillage qu'on essaie de mettre entre les mains des collectivités? Madame Gaillard. Oui, c'est par rapport au calendrier. Donc, on peut déposer un dossier sur 2026. Est-ce qu'il faut que ça concerne uniquement une étape qui doit débuter en 2026, ou on peut déposer un dossier en 2026 pour quelque chose qui commencera en 2027? Alors, il n'y a pas de souci pour déposer quelque chose qui commencerait en 2027. Juste, on va peut-être essayer de prioriser les collectivités. En 2026, on va essayer de prioriser les collectivités qui peuvent à la fois s'engager en 2026 et commencer à travailler en 2026. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas renouveler l'accompagnement en 2027 pour les collectivités qui veulent vraiment commencer en 2027. Donc, on est sur un dispositif qui se réactualise chaque année jusqu'ici. Donc, si vraiment votre projet est à définir pour 2027 et à démarrer en 2027, c'est peut-être aussi judicieux qu'on ait un échange là dès que vous êtes prête, mais qu'on envisage un conventionnement un peu plus tard. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. OK, top. Et donc, la dernière chose que je voulais dire d'un point de vue pratique, c'est qu'il ne s'agit pas, le cofinancement qu'apporte Efficacity ne s'agit pas d'une subvention. On est partenaire qui cofinancent
cofinançons la mission. Donc, si vous pouvez prétendre ou obtenir d'autres subventions, il n'y a pas de problème de croisement de subventions parce qu'FKC ne vous apporte pas une subvention. On cofinance la mission et voilà, on prend à notre charge une partie du budget. En termes des lauréats des 2 premières vagues de l'AMI, donc nous avons une dizaine. On est tout juste avec la FNCC en train de finaliser les conventions avec les collectivités de la deuxième vague. C'est pour ça que je ne vous mets pas l'ensemble des logos, mais on a maintenant 10 collectivités, plus certaines collectivités qui étaient déjà accompagnées par ailleurs par Efficacity et qui le sont toujours. Donc, on a une bonne quinzaine de territoires partenaires. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment on a réussi, c'est l'un des objectifs, d'avoir une vraie diversité de contextes et de besoins en termes de collectivité. Donc, en termes de taille, on a le plus petit territoire lauréat, c'est Dieu-le-Fil-Bordeaux, donc 9000 habitants à l'échelle de PCI. On a aussi un autre PCI de moins de 20 000 habitants, donc on est dans les PCET non obligés, les PCET volontaires, et jusqu'à plusieurs métropoles, dont la plus grande, c'est la métropole du Grand Lyon, de Lille, pardon. Donc, on a vraiment une grande diversité de tailles, de types d'ingénierie, de besoins d'accompagnement. On a des territoires dans toutes les régions et tout profil des territoires, très rural jusqu'à très urbain, y compris en petite couronne parisienne. Nous avons des territoires qui sont dans l'ensemble des étapes de leur stratégie, de première évaluation jusqu'à la révision, en passant par les bilans mi-parcours et les évaluations finales, et les pilotages contenus. On a une vraie diversité en termes de type d'accompagnement souhaité par les collectivités, qui vont de moi, collectivité, je souhaite juste que vous me fournissiez l'outillage qu'il me faut pour mener à bien mon projet de planification et que vous soyez là en appui pour la multiplication de l'outil, jusqu'à j'ai besoin d'un accompagnement complet pour réaliser mon plan ou certaines parties de mon plan. Donc, nous, on essaie de répondre à l'ensemble des besoins. S'il y a des tâches qui ne peuvent pas rentrer dans un partenariat de R&D, on les identifie. Je pense notamment aux rapports environnementaux ou ce type d'actions qui ne relèvent pas pour nous à proprement parler de l'outillage qu'on est en train de tester. Et on peut toujours essayer de vous aider à trouver des compléments d'accompagnement pour arrondir, notamment pour les petits territoires, trouver les bons interlocuteurs pour finaliser l'accompagnement. OK? Exemple de projet accompagné. Donc là, dans une logique, je veux me faire accompagner et que vous me laissiez les résultats en format exploitable à la fin pour que je puisse être autonome dans la durée pour l'actualisation et les pilotages continus de mon plan. Ça, c'est, les 2 tiers des collectivités accompagnées se situent dans cette posture-là. Donc, on a des élaborations de PCET volontaires jusqu'à la révision de PCET de métropole où il y a une vraie attente en termes de niveau d'études et de prise en compte d'une masse vraiment importante maintenant d'ingénierie, de projets, de données, de connaissances à travers l'outillage. Des bilans à mi-parcours qui sont souvent en exercice pour les territoires qui ont été un peu moins dynamiques dans l'animation et le suivi de leur plan, de remettre en place et une vraie analyse de la stratégie et du plan d'action et de structurer un dispositif de suivi continue. Ça, on en a plusieurs. On a eu un territoire qui voulait travailler sur la déclinaison du plan climat en un premier chemin directeur des énergies. Plus récemment, et j'ai déjà fait évoquer, on commence à avoir de plus en plus de collectivités qui souhaitent réaliser la révision de leur plan climat en semi-régie. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de vous pour faire
une partie du diagnostic, les fiches d'action, l'animation de séances de GT. Je travaille déjà, par exemple, avec ma direction régionale du CRMA sur le volet adaptation, mon Atmo sur la partie trajectoire R. Et donc, moi, collectivité, je spécifie mon besoin. Je veux vos outils. Je veux que vous m'appuyez de telle ou telle façon. Peut-être que vous réalisiez certaines études complémentaires, mais moi, collectivité, notamment dans les grandes agglomérations des métropoles, je ne veux plus passer par un cahier des charges classique, un accompagnement classique où j'ai un seul bureau d'études ou un groupement de prestataires qui fait tout. Je veux être de plus en plus autonome, déjà en phase révision. Et pour certains, j'ai besoin de me faire accompagner en phase révision, mais au bout de 18 mois, je souhaite être autonome pour la suite. Donc ça, on a quand même eu beaucoup dans les derniers projets lauréats, beaucoup de demandes de ce type et je trouve que c'est chouette comme dynamique pour les collectivités. On essaie vraiment de prendre les choses, les besoins d'accompagnement, les tâches, les unes après les autres pour qu'on voit ce dont on a besoin de la collectivité et ce dont on n'a pas besoin pour réaliser son plan. Commence aussi, je l'ai dit, à outiller les AMO publics, syndicats départementaux, agences d'urbanisme, qui doivent accompagner les révisions de plan climat. Pour les syndicats départementaux qui sont déjà utilisateurs de Prosper Action et qui sont déjà dans cette démarche-là, ils sont un peu familiers de l'exercice. Il y en a plusieurs qui se posent la question de comment bien accompagner la prochaine vague de révision post-élection intercommunale. Donc ça, c'est une réelle réflexion qui nous intéresse beaucoup. Je pense que ça passe beaucoup, par le type d'outillage que je vais présenter, où on arrive à vraiment réduire au maximum l'investissement de temps de production de livrables réplicables pour que les syndicats départementaux des agences d'urbanisme puissent jouer leur rôle d'AMO en ciblant là où ils ont le plus de plus-value auprès de leurs membres. Le cœur du sujet pour nous à Efficacity, c'est de développer et de lancer publiquement avant la fin de l'année 2026 un nouvel outil d'aide à la production des plans climat et documents similaires. Voilà. Donc, je présente rapidement l'outil et puis je vais essayer de présenter des exemples un peu concrets de résultats. Donc, l'idée, déjà, pour dire ce qu'on ne fait pas à Efficacity, c'est la première ligne, on ne crée pas une nouvelle plateforme publique de mise à disposition de données d'indicateurs, même si l'outil fait en partie cela, ni de ce premier niveau de fonctionnalité de manipulation d'indicateurs et de données. C'est déjà fait. Là, on a des plateformes comme TED et Terra History qui le font bien. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de produire un outil qui vous permet de produire l'ensemble des livrables du plan climat, notamment les parties qui nécessitent une manipulation de données chiffrées et cartographiques. Okay? Donc, l'outil, c'est un outil à produire du plan climat à toutes les étapes. On essaie de produire, c'est un outil qui vise à vraiment produire votre plan climat. Donc, on n'est pas sur une nouvelle plateforme publique comme TED ou Terra History ou comme les plateformes ENR, du CRMA ou bâtimentaire du CSTB. On n'est pas dans une logique de mise à disposition d'une nouvelle base de données, même si on fournit des données propriétaires. L'idée, c'est d'avoir un outil de travail. Le cœur de la réflexion, c'est de comment cet outil peut vous aider les collectivités à aller très rapidement vers une stratégie opérationnelle, notamment en phase révision. J'y reviendrai. Et pour ça, vraiment accrocher la vision climat-énergie du PCET avec les enjeux plus sectoriels et opérationnels et urbanistiques des planifications sectorielles. Donc, il y a vraiment ce travail de comment j'insère la réflexion climat-énergie dans l'ensemble des dispositifs et politiques publiques. Et enfin, on pense que pour accélérer
la production de plans climat de très bonne qualité, il faut que les outils demain apportent un gain de temps très significatif pour la production des livrables en automatisant les tâches les plus récurrentes de production de livrables. Et enfin, au regard de la diversité des besoins des territoires, mais aussi des données locales, l'état des plans, la façon dont des objectifs et des hypothèses prospectives sont exprimés dans les différentes collectivités, on essaie de construire un outil qui est très souple et qui s'adapte très rapidement à l'ensemble des données locales. Ça, c'est le projet d'outil qui doit sortir cette année. J'illustre juste sur un cas qui est assez concret, qui est celui des véhicules électriques. Donc, pour ceux qui sont familiers des plans climat, vous commencez à être un peu familier avec les exercices que vous avez à l'écran, qui sont comment je formule une stratégie ici sur le secteur mobilité, comment je compare cette stratégie avec ce que dit l'État, ce que dit la SNBC, l'ADEME, etc. Différentes hypothèses de travail que je peux tester et que disent mes plans actuels ici, le plan de mobilité ou le schéma des énergies. Voilà, ça commence un exercice de plus en plus rodé, même si on a beaucoup de choses à faire pour rendre ça très ergonomique. Et ensuite, l'exercice qu'il faut outiller, c'est vraiment prendre les leviers, les dispositifs d'action publique les uns après les autres et commencer à regarder qu'est-ce qu'on peut dire d'utile où on va à l'horizon 2030, 2040, 2050. Qu'est-ce que notre ambition climatique nécessite de modifier dans les dispositifs ou les dispositifs des partenaires territoriaux et quels sont les impacts, qu'est-ce qu'il y a beaucoup d'impact, moins d'impact en termes d'énergie-GES, mais aussi en termes d'investissement, d'impact socio-économique, etc. Donc ça, vous commencez à voir ce type de démarche apparaître et nous, on s'inscrit volontairement dans la logique de la SNBC 3 et des COP régionales qui est une sorte de boussole pour nous dans l'outillage, mais qui reste à décliner de façon plus opérationnelle dans les collectivités. Et quelque part, si on tire sur un levier, à titre d'exemple, donc tout ce qui est l'expansion des véhicules, ce qu'on veut faire, c'est d'aller très rapidement dans le fait d'encapsuler les hypothèses des plans et dispositifs territoriaux dans une logique de diagnostic, mise à jour de diagnostic, de bilan et perspective, de stratégies et scénarios possibles, et de vraiment réduire au maximum le temps qu'il nous faut pour arriver aussi à une approche plus opérationnelle. Donc, en termes de... On peut tous maintenant assez facilement reprendre l'hypothèse SNBC SRADET, etc., en termes de combien de véhicules électriques je veux à horizon 2030, 2040, 2050. Ce qui reste plus difficile, et c'est ça qu'on essaie d'outiller en priorité, c'est de commencer à se dire, OK, un taux de déploiement de véhicules électriques sur mon territoire, où est-ce que j'en suis, que disent mes différents plans et dispositifs, mise en perspective avec ce que dit la SNBC ou les scénarios ADEME, de façon plus opérationnelle, on parle de combien de véhicules, quel rythme de déploiement, et ensuite que je puisse rapidement reboucler avec mes dispositifs locaux, ici en l'occurrence, mon schéma directeur de borne de recharge. Est-ce qu'il est, que dit-il? Est-ce qu'il est en adéquation avec mon ambition climatique? Et c'est sur cette base-là qu'on remonte vers la vision d'ensemble pour dire, OK, je sais pourquoi j'ai mis certaines hypothèses dans ma stratégie. C'est là où je vois l'impact et qu'est-ce qui change par rapport à mon plan climat actuel, mon plan de mobilité actuel. Je vois aussi en termes d'efforts fournis entre différents secteurs, différents dispositifs, qu'est-ce qui change par rapport à la période récente ou par rapport à ce que j'ai déjà mis dans mon plan climat à réviser. C'est aussi sur cette base-là qu'on peut organiser un vrai suivi. Donc, maintenant que je comprends et je sais pourquoi j'ai mis certains types d'objectifs dans mon plan climat et mes dispositifs opérationnels, je peux maintenant mieux suivre qu'est-ce qui se passe ici, à titre d'exemple, en termes de bornes de recharge, leur déploiement sur le territoire, etc.
Et ce type de suivi peut se faire, là on a un exemple de dashboard dynamique, donc on est dans une solution numérique, mais ça peut aussi très bien se faire avec des outils plus simples. Ici, Forbach, Port-de-France, c'est un territoire de 75 000 habitants et l'enjeu reste le même de pouvoir dire aux élus, là ici en phase de suivi annuel et bilan à mi-parcours, rappelons-nous pourquoi on a mis tel objectif, ça c'est en haut à gauche, comment on s'inscrit dans une ambition nationale, un cap régional, etc. Mais aussi en suivi annuel, on en est où par rapport à nos objectifs de point de recharge? C'est quoi les impacts positifs pour notre territoire, aussi bien en termes d'émissions évitées, de pollution évitée que de recettes en euros, et quelles sont les perspectives pour les prochaines années. Et c'est un peu cet enchaînement-là, si je remonte, qu'il faut rendre non pas aujourd'hui, c'est très chronophage, ça donne beaucoup de temps de production, mais nous, on pense qu'on peut, d'ici la fin de l'année, automatiser une bonne partie du travail à faire pour arriver à ce type de résultat. Et ce qui est aujourd'hui réservé aux métropoles devient un nouveau par défaut pour beaucoup de territoires dans le plan climat. Ça, c'est un peu le concept et l'ambition. Une partie de l'ambition, en tout cas de l'hypothèse de parti pris sur lequel on travaille dans l'académie, c'est que pour faire ce type de démarche, il faut réduire au maximum le temps nécessaire à la production de livrables de très bonne qualité. Et donc, parmi les hypothèses qu'on a dans le cadre de l'AMI qu'on teste aujourd'hui, c'est l'outil que j'ai présenté en introduction, donc une application web doit s'insérer dans toute une offre d'outillage méthodologique. Et donc, l'hypothèse qu'on teste, c'est et si on livrait avec l'outil déjà en format exploitable les maquettes de rapports et un peu de kit d'assemblage avec en export de l'outil tout ce qu'il vous faut pour produire les rapports. Donc, un ensemble de fichiers en format PPT aujourd'hui, en Word peut-être demain, et une très grande bibliothèque en export Excel exploitable de résultats, chiffres clés, data vis, clés en main et paramétrables. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire. On pense que ça peut vraiment, pour nous, dans nos missions, ça a été très long à mettre en place pour un ou deux territoires. Ensuite, pour répliquer sur beaucoup de territoires, ça prend très peu de temps pour faire des livrables de très bonne qualité. Voilà, donc ça, c'est un peu l'ambition de l'outil. Si je reviens juste en conclusion, du coup, par rapport à ce que j'ai dit, on a des enjeux qui sont déjà largement en cours de traiter dans les projets en cours et des choses qu'on veut vraiment cranter davantage en 2026 avec les nouveaux projets qui démarrent. Qui ne sont pas non plus des obligations de candidature, mais juste pour avoir en tête. Donc, nous, on a beaucoup travaillé sur l'objet révision des plans, qui est un exercice nouveau pour collectivité qui ne se confond pas avec une élaboration, parce qu'il faut vraiment prendre, dès la phase initialisation du plan, du diagnostic, il faut vraiment prendre une approche. Je ne parle pas d'une page blanche. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent, y compris un plan climat qui a déjà formulé des objectifs. Et donc, je prends dès la phase diagnostic, bilan, perspective, réévaluation de où on est, où sont les gisements, où sont les marges de manœuvre, et qu'on démarre rapidement vers une nouvelle stratégie. Voilà. Donc, il y a vraiment un sujet de comment je territorialise des objectifs qui sont souvent formulés par des ordres de grandeur nationaux et régionaux que j'ai appliqués souvent à mon territoire dans un premier plan climat. Comment est-ce qu'on les retravaille dans un processus de travail et dans un outil qui est pensé pour mettre en perspective avec les réels potentiels du territoire, mais aussi le projet du territoire et ce qui semble important dans les plans et dispositifs sectoriels. Ça nécessite un vrai travail de traduction entre les indicateurs énergie GES, qui ne se parlent souvent pas à nos collègues des directions métiers, qui ne parlent souvent pas aux élus, de vraiment les retraduire en termes de les implications opérationnelles, sectorielles et en termes d'urbanisme. Ça, on a beaucoup travaillé là-dessus cette année. Comme je disais, la production de livrables de qualité, on a passé beaucoup de temps à produire des rapports, des data vis, des mises en perspective de différents chiffres et cartographies pour que ce soit très pédagogique, réplicable
et que c'est sur cette base-là qu'on spécifie les sorties de l'outil. Je veux que l'outil me produise le type de rapport que vous voyez à l'écran, qui a été testé avec différentes collectivités de différentes tailles. C'est ça que je veux voir sortir de l'outil. On travaille un peu comme ça. On a plusieurs collectivités qui sont en phase de bilan, évaluation et suivi. Je veux repenser mon dispositif de suivi. Et on le sait tous, je pense, qu'il y a une énorme diversité aujourd'hui en France de dispositifs de suivi, de maturité de suivi et d'outils de suivi. La plateforme TED, Theory Story pour certaines fonctionnalités, des logiciels propriétaires comme Ligne 21 ou Act 21 dans certains territoires qui ont déjà leur application web interne pour suivre, beaucoup de tableaux Excel auxquels tiennent certaines collectivités, beaucoup de diversité de données. Et donc, on a vraiment travaillé sur comment apporter une vision de c'est quoi un bon suivi, un bon rapport évaluatif et des outils qui s'insèrent en complémentarité avec ce qui existe et qui sont vraiment un peu sur mesure. Parce que chaque collectivité, enfin pas chaque collectivité, mais différentes catégories de collectivités ont vraiment des besoins et des attentes différentes en termes d'organisation du suivi. 2026, et je termine là-dessus, nous, on a lancé l'élément informatique de l'outil qui était prototypé l'an dernier. Cet outil, l'outil web et ses composantes un peu de post-traitement méthodologique que j'ai montré seront déployés par phase en 2026. On va déployer de façon méthode agile. Donc, dès qu'on a des choses qui sont en mode application web utile et vraiment peuvent être maniées en autonomie par des partenaires, des collectivités, à terme d'autres bureaux d'études, on va les mettre en ligne et les enrichir rapidement, et cela pendant plusieurs années. Donc, à toutes les étapes de développement, on souhaite avoir des collectivités qui prennent en main l'outil, qui testent avec nous, qui nous fassent des retours. Comme je disais, on a plusieurs collectivités qui démarrent et qui veulent vraiment tester le concept d'une révision de plan climat en semi-régie et qu'on leur livre et l'outil et des livrables en format exploitable pour qu'elles puissent être autonomes par la suite. Donc ça, on teste, on passe du temps là-dessus en 2026. On est en train de réfléchir à la question de la déclinaison cartographique et la descente échelle de certaines données dans l'outil. Ça recoupe avec cette nouvelle obligation de réaliser un plan de localisation à l'effroi pour ceux qui ont suivi ce nouvel épisode de production obligatoire désormais dans certains plans climat. Comment cette descente d'échelle et production cartographique nous aide à articuler le plan climat avec les documents d'urbanisme, notamment dans des démarches de type SCOT AEC. On a un gros travail sur les indicateurs financiers et socio-économiques. On est en France, me semble-t-il, à une phase où il y a beaucoup y compris dans nos outils, beaucoup plus de capacité qu'hier de produire de façon automatisée des indicateurs financiers, quel coût type des plans d'action, quelles recettes, combien d'emplois créés typiquement par tel type d'intervention, tel type d'action que je prévois dans mon plan. Ça, on est plutôt bon en France aujourd'hui. Et ce qui reste, c'est de créer le processus de travail et l'outillage qui permet de croiser ces calculettes automatisées, mais pas toujours très précises, avec vraiment le travail des collectivités concrètement sur une à deux mandatures, c'est quoi la trajectoire financière, comment je crée mon PPI à climat pour reprendre un terme qui a été popularisé par IKCE, comment je travaille, quelle articulation vraiment avec la vraie réflexion financière et d'impact socio-économique et des priorités socio-économiques de la collectivité où on ne peut pas rester sur des calculettes type. Et puis, il y a un gros travail là en France cette année qui est déjà lancé, mais qui se poursuit sur les indicateurs complémentaires, notamment dans les COP régionales, adaptation et résilience. Et donc, plutôt en deuxième partie d'année, on va voir comment on fait un peu le même travail sur les indicateurs adaptation que ce qu'on fait là pour le travail climat et indicateurs plutôt climat et énergie.
Et vraiment, effectivement, ce qui s'est avéré le plus efficace et pragmatique, c'est que pour les territoires intéressés, c'est effectivement que vous puissiez nous contacter directement. On organise un échange par visioconférence et ça se passera très bien. Et un des avantages de nos partenaires de R&D, c'est qu'on peut vraiment prendre le temps de discuter avec vous de qu'est-ce qui peut rentrer dans le dispositif de partenariat de R&D cofinancé et concrètement, de façon très précise, quels sont vos besoins, de quoi avez-vous besoin, de quoi vous n'avez pas besoin en termes d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne vois pas tous les organismes présents. Je vois plusieurs EPCI et bureaux d'études. Je ne sais pas si dans les syndicats départementaux ou structures similaires, les AMO publics, il y en a qui sont intéressés je pense qu'on a un vrai travail à faire cette année qu'on commence notamment avec le SDEC, mais on souhaiterait quand même travailler avec d'autres syndicats départementaux, d'autres agences d'urbanisme aussi, pour voir comment vos structures peuvent, avec l'outillage, un appui d'efficacité et des livrables réplicables, comme je l'ai montré, on va dire, multiplier les interventions de type AMO public auprès des collectivités. Je ne sais pas si territoire d'énergie Alsace, SDE 2A, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont dans la salle qui s'intéressent à cette problématique. Oui, Vincent Colonna. Bonjour. Oui, le syndicat de l'énergie de la Corse du Sud a un projet donc il y a 9 territoires, 9 EPCI sur l'ancien département de la Corse du Sud. 2 ont fait un PCAET parce que c'était obligatoire. Les autres ne l'ont pas fait et le projet du SDE 2A est d'accompagner les structures intercommunales de manière à réaliser un PCAET pour chacun d'entre elles, mais avec une cohérence d'ensemble. Voilà, c'est le projet. Super. D'accord. Et ça, est-ce que vous pensez que ça, sur cette base-là, on pourrait échanger prochainement pour voir si ce qu'on fait avec le SDEC, par exemple, on pourrait le répliquer avec vous. Avec le plus grand plaisir. Ouais. Ok, super. Je me permettrai de vous contacter. Et Quentin Bourret, je ne sais pas si vous nous entendez bien. Est-ce que vous êtes un peu dans la même situation? Vous envisagerez de poursuivre de l'accompagnement de PCET? Oui, alors je ne sais pas si on m'entend, mais on est dans la même dynamique. Ok, super. Une seconde, 50 chez moi. Super. Ok, je me permettrai de vous contacter avec un peu les mêmes questions et pour nous, ce qui était le plus facile en phase de premier développement de l'outil, c'était de travailler effectivement très en direct avec des EPCI. Et on a échangé avec plusieurs syndicats départementaux qui voulaient attendre l'année 2026 pour envisager, comme ça a été fait par le passé avec Prosper Action, d'accompagner plusieurs territoires. Je pense que c'est le bon moment, si vous travaillez dans ces perspectives-là, je pense que le premier semestre, c'est le bon moment d'essayer d'anticiper vos besoins pour le deuxième semestre, ou plutôt si vous avez commencé l'émission plus tôt. Super. Est-ce que si personne n'a des questions, je propose qu'on peut clôturer la séance. Merci Mathieu. Merci Samy. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.